Depuis le début de ma série de vidéos sur les mangas Pokémon, je me suis progressivement rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses dans mes notes dont je ne vous avais jamais parlé. Et ce, même après presque 10 épisodes et 50 tomes. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Sans parler du fait qu'entre temps on a vu 3 nouvelles sagas. Du coup je me suis dit qu'il était temps d'y remédier. Et surtout restez bien jusqu'à la fin car il est possible que j'évoque des faits capitaux que j'ai, disons, accidentellement oublié de citer. Alors évidemment n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente après celle-ci pour tout comprendre. Et sachez qu'on va évidemment un petit peu spoil, du coup vous êtes prévenus. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vraiment vous remercier pour la force que vous me donnez. Ça me pousse de plus en plus à investir du temps et de l'argent dans du nouveau matos, genre un nouveau micro. Regardez un peu avec quoi j'enregistre depuis plus de 4 ans. Alors je me suis dit qu'exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, j'allais vous poser une petite question. Connaissez-vous Raid Shadow Legends? J'aurais dû m'en douter, mais j'explique quand même. Oh non, une nouvelle vidéo de Zicone vient de sortir. Je vais certes passer un incroyable moment, mais que faire en attendant la prochaine masterclass? Ne t'en fais pas camarade, Raid Shadow Legends est là pour toi. Avec son défi ultime, la Doom Tower, vous trouverez une occupation à coup sûr pendant les semaines à venir. Attends, la prochaine vidéo est dans plusieurs semaines. Cette immense tour était autrefois une prison géante capable d'emprisonner les êtres les plus dangereux du monde. Mais après plusieurs milliers d'années, elle n'est plus en mesure de les contenir. Alors, c'est à vous de jouer. Avec ses innombrables boss, elle représente le défi ultime du jeu. Et actuellement, Raid organise un événement Deliana Chase au cours duquel vous pouvez mettre la main sur l'incroyable Deliana, une toute nouvelle championne légendaire de la faction des hauts elfes et l'une des championnes de soutien les plus puissantes du jeu. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de jouer à Raid pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 juillet et vous l'obtiendrez gratuitement. Et en entrant le code MyDeliana, vous obtiendrez même 50 potions d'XP pour faire passer votre Deliana au niveau maximum. Sans parler du tout nouveau skin pour l'incroyable Trunda Guilmalet ainsi que tous les événements spéciaux du jeu, comme un tout nouvel événement pour le solstice d'été qui vous permettra d'explorer 3 chemins différents pour obtenir les récompenses que vous désirez le plus. D'ailleurs, pour tous les nouveaux joueurs, vous recevrez même l'héroïne épique Tyrell, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat ancien à récupérer dans votre boîte de réception pendant les 30 jours suivant votre inscription. En bref, c'est le meilleur moment pour rejoindre Raid et si vous cliquez sur mon lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran, vous obtiendrez même un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 $. Sur ce, merci pour votre attention, on peut commencer la vidéo. Selon le professeur Shen, il existerait 6 spécialités de dresseurs qui correspondent chacun à une façon d'entretenir des liens avec ses Pokémon. Les combattants spécialisés dans les combats, les instructeurs spécialisés dans les entraînements, les soigneurs spécialisés dans les soins, les pisteurs spécialisés dans la capture, les évolutionnistes dans les évolutions, les propagateurs dans les échanges et les incubateurs dans l'éclosion des œufs. Gold a d'ailleurs la compétence la plus cheatée puisqu'il peut transmettre sa bravoure et son caractère à tous les Pokémon qu'il fait éclore, ce qui explique le comportement catastrophique de son Togepi. Chaque génération a toujours eu son Pikachu-like et dans les mangas, il a toujours eu un rôle assez important à jouer puisque c'était en partie grâce à lui que le méchant était vaincu. Malheureusement, tout ça prit fin dans la 5ème génération où aucun de nos héros ne possédait Emolga. Et encore heureux parce que cette est le pire de tous. Et vive Dead End. Il existe plusieurs personnages inédits dans les mangas. On avait déjà vu ensemble le personnage de Maestria et les 3 crocs de la Team Rocket dans Rouge-Feu et Vert-Feuille. Mais il en reste encore beaucoup. Comme le magicien de Noir et Blanc 2 qui sert d'informateur à Nourrice, Gadget, ami de Voltaire et inventeur de tous les gadgets qu'utilise Emeraude, ou encore le patron de l'Alliance Pokémon qui a un caca sur la tête. Oui, là c'est gênant. Dans les mangas Ruby et Saphir, Timmy possède un Roselia, exactement comme dans les jeux vidéo. Sauf qu'il est ridiculement petit. Regardez-moi ça, à la base ça mesure au moins 30 cm ce truc. Dans les mangas Rouge-Feu et Vert-Feuille, Giovanni tente de s'emparer de la puissance de Deoxys, mais aussi de celle de Mewtwo. Et ce, en tentant de le contrôler avec une armure, exactement comme dans le premier film. Les jeux vidéo sont donc les seuls supports où cette forme n'est encore jamais apparue. Et c'est pas le seul truc tiré des films, puisque même dans les mangas, Mewtwo communique avec Raid par télépathie. Je rappelle que ce Pokémon a vraiment tout pour lui, mais il a fallu qu'il se batte avec une putain de cuillère. Toujours dans ces mangas, Giovanni n'essaye pas seulement d'apprendre à utiliser toute la puissance de Deoxys, il va carrément aller jusqu'à créer une armée de clones de Deoxys. D'ailleurs, pour pouvoir stabiliser son métabolisme, Giovanni ira jusqu'à utiliser du sang de Raid, ce qui fait que Deoxys se considère comme étant Raid, ou au moins une partie de lui. D'ailleurs, on apprend aussi qu'il voulait faire de Silver le nouveau prince de la Team Rocket. Stylé, hein? Mais alors pourquoi il l'habille comme ça? Son daron porte un costard, pourquoi il devrait saper comme Mojo Jojo? Oh la rêve obscure. À la fin de Rouge-Feu et Vert-Feuille, nos héros finissent par être pétrifiés par Saki. Et on apprend plus tard que c'est dû au contact entre Mewtwo et Darkrai. Ok, pourquoi? Est-ce que j'ai raté un truc? J'ai lu de travers? Pourquoi le contact entre Mewtwo et Darkrai les a transformés en rochers, plus tard exposés dans un putain de musée? Dans les mangas Diamant et Perle, la Team Galaxy vide aussi un des 3 lacs de la région. Dans les jeux vidéo, on n'a jamais su comment, mais dans ces mangas, on apprend que c'est grâce à ce qu'ils ont appelé la bombe galactique. Toujours dans les mangas Diamant et Perle, tout au long de leur aventure, des Pokémon sauvages vont se mettre à attaquer Platine, pour une raison qu'on ignore, et qu'on continuera d'ignorer
Même à la fin. Rassurez-moi, je lis pas avec le cul quand même. D'ailleurs, on y voit Lovis sans masque. Et il est terrifiant. À la fin de ces mangas, Belladonis confie à Diamant un œuf de Manafi. Œuf qui provient directement des mangas Pokémon Ranger, dont on parlera peut-être un jour. Et sachez que c'était aussi possible dans les jeux vidéo, puisqu'à l'époque, en finissant Pokémon Ranger, on pouvait débloquer une mission qui nous permettait d'avoir cet œuf et de le transférer dans nos versions Diamant et Perle. Dans les mangas Heart Gold et Soul Silver, Mortimer, champion de Rosalia, a des pouvoirs. Voilà, rien de spécialement étonnant, on va juste le rajouter à la liste des personnages qui en ont sans aucune raison. Arceus est vu dans ces mangas comme un être invincible, à la puissance incommensurable. Et tout ce que Crystal fait en le voyant, c'est lui jeter une Pokéball, comme si le fait que ce soit une Niveau Ball allait changer quoi que ce soit. À la fin des mangas Or et Argent, Fredo tombait dans la faille temporelle créée par Celebi. Ok, dans Heart Gold et Soul Silver, on apprend qu'il était pas mort, mais qu'il a vu pendant plusieurs années tous les futurs possibles pour le monde. Ok, on l'a donc laissé revenir pour empêcher une catastrophe qui entraînerait la fin du monde. Ok, mais alors, en quoi ça a donné à Fredo le pouvoir de voyager dans le temps? Il est littéralement invulnérable à Hurleton de Dialga. Dans les mangas Diamant et Perle, si Dialga et Palkia sont retrouvés et utilisés par Elio avec autant de facilité, c'est parce qu'ils ont récemment été créés par Arceus dans Heart Gold et Soul Silver, qui se déroule juste avant. Et vu que dans les jeux vidéo, ils sont niveau 1 au moment de leur création, c'est peut-être pour ça qu'ils se font fumer. Non, ça reste des légendaires, y a pas d'excuse pour une clim pareille. Dans les mangas Noir et Blanc, nos héros se feront souvent attaquer au cours de leur aventure par des Pokémon sauvages. On apprend plus tard qu'il s'agissait de Pokémon frustrés car abandonnés par leur dresseur suite au discours de la Team Plasma. Ajouter ça dans les jeux aurait été banger, comme 90% des idées des mangas. Le design de N n'a absolument pas été choisi au hasard, ça semble évident dit comme ça, mais dans les mangas on le comprend beaucoup mieux. Son Rubik's Cube par exemple est un vrai jouet qu'il utilise souvent et qui renforce son côté manipulateur et calculateur. Et son collier sert en réalité de talkie-walkie pour recevoir des ordres. Au cours de son entraînement, Blanche rencontrera Boreas et Fulguris en plein combat. Leur affrontement est tel qu'il crée de gigantesques tempêtes. Puis des Météros arrivent et les chopent littéralement par le callback. Cette scène est surréaliste. Nikolai apparaît pour la première fois dans les mangas Noir et Blanc sous le nom de Hoodman. Une identité et un costume qu'il gardera jusqu'à la fin des mangas Noir et Blanc 2. Toujours dans les mangas Noir et Blanc, la Team Plasma finit par vaincre les champions d'arène qui se seront sacrifiés pour sauver la région et va alors décider de les crucifier. Ce passage sera d'ailleurs censuré dans beaucoup de pays. D'ailleurs, parmi les membres de la Team Plasma, on compte aussi le trio des ombres, des antagonistes au flow monstrueux. Et dans les mangas, regardez à quoi ils ressemblent. C'était pas compliqué de faire pareil que les artworks. Heureusement, ça a été corrigé dans les mangas Noir et Blanc 2. Toujours dans les mangas Noir et Blanc, il se finit sur une immense guerre entre les champions d'arène et la Team Plasma. Heureusement, c'était sans compter sur l'arrivée de tous les PNJ du manga. Il y a même plus de vannes, la plupart ont même pas de nom, c'est juste des bouts que nos héros ont rencontrés genre une fois max. Dans Noir et Blanc 2, cette fois, on apprend que la Team Plasma s'est divisée en deux, car une partie de celle-ci juge les plans de Nikolai comme immoraux. Ah bah my bad, je savais pas qu'arracher des animaux de compagnie de force à leur maître pour les relâcher était digne des plus grands saints. D'ailleurs, avant de se barrer, ces mêmes membres ont volé toutes les recherches de Nikolai. On est d'accord. Alors pourquoi les refiler à une gamine de 12 ans ? Je veux dire, il y a littéralement des plans d'armes et des documents ultra confidentiels dedans. Toujours dans ces mangas, l'histoire commençait sur une rupture entre Norris et une jeune fille. Et bien sachez que même ça sort pas de nulle part, puisque dans Noir et Blanc 2, on pouvait bel et bien avoir un petit copain ou une petite copine. Et le personnage des mangas est évidemment celui des jeux vidéo, et lâche cette déesse tout de suite. C'est pas ça qui va combler ton vide intérieur. Norris est le nouveau protagoniste des mangas ayant capturé le plus de légendaires, étant donné qu'il ne possède nul autre que Genesect, Keldeo et Victini. D'ailleurs, apparemment, j'aurais mal compris la fin des mangas précédents dans ma dernière vidéo. En réalité, Norris serait déguisé en Nikolai et serait parti à Alola pour une nouvelle mission, celle d'arrêter la Rainbow Rocket du coup. Étant donné que le vrai Nikolai est en prison, ce qui signifie que le personnage que l'on rencontre à la fin de Ultra Soleil et Ultra Lune n'est autre que Norris. Dans les mangas, Volucité est la première ville à se faire congeler par Nikolai, alors que ça n'arrive absolument jamais dans les jeux vidéo. Zekrom pourrait très bien porter N et Blanche sur son dos. Pourtant, regardez un peu comment il les porte. Ils sont pas littéralement assis sur ses griffes? À la fin des mangas, Nikolai balance Norris et Blandine dans les ruines des abysses. Heureusement pour eux, ils sont vite secourus par Cobaltium, Viridium et Terrakium. En quoi c'est une chance? Bah, parce qu'ils peuvent respirer sous l'eau en créant des bulles évidemment. D'ailleurs, à la base, ils étaient congelés. Quelle chance qu'ils aient eu une Bewilla sur eux quoi. Pour finir, Guajava, petit-fils de Koya, est dans les jeux vidéo l'un des dresseurs les plus puissants de la licence. Et dans ces mangas, c'est juste un mec qui a raté son voyage scolaire.
Et ça, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, c'est le genre de vidéo assez sympa à réaliser en attendant les plus grandes. Ces vacances d'été vont être énervées en termes de contenu et j'ai prévu plein de trucs et pas que sur Pokémon. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Ouais bon, t'as oublié ce que t'as dit la dernière fois quand même. Pardon? 2022 s'annonce chargé en contenu puisque j'ai pas l'intention de me focaliser que sur Pokémon. Je suis vraiment une belle mère.